Merci. Donc, c'est le cas à dire pour nous participants à la Société tunisienne de médecine générale, médecine de famille. Nous sommes heureux d'être dans cette rencontre scientifique et qui témoigne d'un engagement commun entre notre société et les laboratoires au Palia. Donc, ça sera une occasion d'améliorer notre connaissance en ce qui concerne la micronutrition. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette masterclass dédiée à la micronutrition. Je suis sincèrement ravie de vous voir si nombreux et votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à cette thématique. Cette masterclass n'aurait pu voir le jour sans le soutien de partenaires engagés. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au laboratoire Opalia Ricordati pour son soutien précieux et son engagement constant en faveur de la formation continue. Je remercie également la STMGF pour cette collaboration fructueuse et nous sommes unis autour d'une thématique essentielle qui est la micronutrition. Et je vous rappelle que l'objectif de cette formation est de renforcer vos connaissances en matière de micronutrition qui vont certainement vous servir dans votre pratique clinique quotidienne. Pour cela, chaque session mettra en lumière un aspect spécifique de la micronutrition et sera illustré par des cas pratiques. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir d'introduire notre oratrice qui est Dr. Berish Olfa. Dr. Olfa Berish est professeure en nutrition et maladies nutritionnelles à la faculté de médecine de Tunis. Elle est la vice-présidente de l'Association tunisienne des sciences de la nutrition. Elle est la coordinatrice du CEC Micronutrition et Santé à la faculté de médecine de Tunis. Docteur Berry, je vous donne la parole pour commencer, démarrer cette formation par ce premier cours. Ce sont les fondamentaux et les généralités de la micronutrition. À vous la parole. Et merci. Merci, professeur Jamossi. Tout d'abord, je tiens à remercier le laboratoire Opalia Ricordati pour cette magnifique initiative de la masterclass sur la micronutrition. Cet événement va permettre aux professionnels de la santé de bénéficier d'une formation continue de haut niveau afin d'acquérir et de perfectionner des compétences dans le domaine de la micronutrition. Alors, sans plus tarder, je vais commencer la première session par la première session qui va porter sur la micronutrition fondamentaux et généralités. Donc, je vais partager l'écran. C'est bon pour le partage? C'est bon. Je vais introduire ma présentation par une vignette clinique tout d'abord. Donc, il s'agit de Madame Fatma, âgée de 35 ans. Elle a deux enfants âgés de 2 et 5 ans. Elle vient demander à son médecin spontanément une cure de vitamines. Son médecin va lui poser plusieurs questions afin de préciser sa demande. Il apprend que la jeune femme a du mal à gérer son stress et se sent débordée. Elle a des difficultés d'endormissement. Depuis ses grossesses, elle a du mal à retrouver la ligne et se plaint de fringales sucrées en fin de la journée. Elle se plaint surtout d'être fatiguée dès le matin et ressent le besoin de café toute la journée. Il cherche à connaître la durée des symptômes, cela fait plusieurs mois que ça dure. La jeune femme ne prend aucun traitement particulier. Le médecin demande à la patiente comment elle s'alimente. Elle dit avoir une bonne alimentation relativement riche en fruits et légumes. Elle mange chaque jour des pommes, de la salade et des carottes râpées. Son petit déjeuner est composé d'un jus d'orange, de café et de biscottes. Le médecin lui a demandé un bilan standard avec un bilan martial,
numération formule sanguine et ferritinémie, et un bilan thyroïdien qui sont revenus corrects. Alors, la question, le médecin décide, est-ce que le médecin va décider de prescrire une cure de vitamines, ou bien prescrire de la vitamine C, ou bien il va prescrire du magnésium, ou bien ne rien prescrire devant un bilan strictement normal, ou prescrire un régime qui respecte la chronobiologie. Je vais laisser la réponse à la fin de la session et ça va permettre d'un temps de réflexion. Alors, c'est quoi la micronutrition? La micronutrition, c'est une discipline médicale qui est née dans les années 90. C'est une nouvelle approche de santé qui relie la nutrition à la médecine et propose un regard réactualisé. C'est le fruit de nombreuses études et recherches scientifiques sur les conséquences du déficit micronutritionnel sur la santé. Mais en réalité, cette discipline existait depuis longtemps, depuis l'ère d'Hippocrate, et certainement vous connaissez sa citation « Que ton alimentation soit ta première médecine ». La micronutrition, elle dérive de la nutrition, elle consiste à satisfaire les besoins en micronutriments de l'individu par une alimentation diversifiée en premier lieu et qui pourrait être associée, si nécessaire, à une alimentation personnalisée, voire même à une complémentation personnalisée, c'est-à-dire adapter l'alimentation de chaque individu à son profil personnel, puisque nous sommes uniques, nous n'avons ni le même profil, ni les mêmes habitudes. Il en découle ainsi son principe essentiel, une prise en charge nutritionnelle individualisée par détection d'éventuels dysfonctionnements et leur correction. Et les acteurs de la micronutrition ont pour but de prolonger l'état de santé optimal chez les bien portants et de dépister leur vulnérabilité et leur fragilité. Alors, la micronutrition propose d'apporter des solutions de santé donc centrées sur l'alimentation et complétées par une approche micronutritionnelle adaptée et individualisée. Telle une nouvelle approche de santé, la micronutrition tient son fondement du lien existant entre alimentation, santé et prévention. Qui dit micronutrition dit micronutriments. Qu'est-ce qu'un micronutriment? Un micronutriment, c'est un nutriment indispensable en petite quantité pour le fonctionnement normal de l'organisme et particulièrement de la cellule. Il doit être apporté obligatoirement par l'alimentation. On peut qualifier qu'un micronutriment est essentiel s'il est présent dans les tissus sains de l'organisme, si sa concentration est constante et ou relativement constante, si sa carence entraîne des anomalies structurales et ou physiologiques, et si l'apport en micronutriments carencés va corriger ces anomalies structurales et physiologiques. Que sont ces micronutriments? Il peut s'agir des vitamines hydrosolubles et liposolubles, telles que la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C, les vitamines du groupe B, la vitamine K. Il peut s'agir également des minéraux tels que le calcium, le magnésium, le phosphore, le fer, l'iode, le chrome, le zinc, le manganèse. Il peut s'agir également d'antioxydants, dont certains sont des vitamines, d'autres des minéraux, mais aussi il peut s'agir d'autres molécules complexes, telles que les polyphénols et flavonoïdes. Certains nutriments qui ne sont pas vraiment des micronutriments, mais jouent un rôle important dans le domaine de la micronutrition. Il s'agit de certains acides aminés tels que la tyrosine, le tryptophane. Il peut s'agir d'acides gras essentiels, c'est le cas de l'oméga 3. Il peut s'agir également des pré- et des probiotiques. Alors, quels sont les principes fondamentaux maintenant de la micronutrition? La démarche du micronutritionniste fait appel à 3 principes, que sont l'assimilation, la biodisponibilité et la fonctionnalité. Alors, l'assimilation, c'est la digestion, la meilleure digestion et l'absorption optimale d'un nutriment qui est en lien direct avec l'écosystème intestinal. La biodisponibilité, c'est l'absorption, c'est le taux absorbé d'un micronutriment ou d'un autre nutriment qui dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la matrice alimentaire. La biodisponibilité peut dépendre également des modes de préparation et de cuisson, des interactions avec les autres nutriments et aussi de l'état physiologique du sujet. Le troisième principe, c'est la fonctionnalité, c'est-à-dire l'interaction significative et bénéfique d'un micronutriment avec une ou plusieurs fonctions de l'organisme. Ce sont les 3 principes fondamentaux de la micronutrition. Maintenant, quels sont les principes d'action de la micronutrition?
La micronutrition s'attaque à 4 maillons faibles. Le premier d'une importance majeure, c'est l'interface digestive ou le maillon intestinal. Le deuxième est le système de protection de nos cellules contre le vieillissement et l'oxydation, c'est la protection cellulaire. Le troisième, c'est le système de communication entre les cellules, c'est la communication cellulaire. Et le dernier, c'est le bon fonctionnement cérébral, c'est le maillon cérébral. Donc, je vais essayer de détailler maillon par maillon. Auparavant, Bouddha a dit « le sage est celui dont l'intestin fonctionne bien ». Ici, il parle du maillon intestinal. Il avait raison. Pourquoi? Alors, le maillon intestinal ou l'écosystème intestinal, c'est le site où se déroule le processus, il y a un processus de l'hydrolyse, de la digestion, de la reconnaissance et d'assimilation des nutriments. La digestion va permettre donc de décomposer les aliments en nutriments afin de les absorber via des récepteurs spécifiques situés tout le long du tractus digestif. Le maillon intestinal comporte 3 composantes, le microbiote intestinal ou la flore intestinale, la muqueuse intestinale et le système immunitaire. Ces 3 composantes sont en interaction et en interdépendance permanente. Alors, le microbiote intestinal se caractérise par sa diversité et sa complexité. On trouve une multitude de bactéries qui ont des effets bénéfiques pour la santé. Le microbiote intestinal, donc chez l'homme, il renferme environ près de 100 000 milliards de micro-organismes, à savoir des bactéries bénéfiques, appartenant à 1000 espèces différentes. Il faut savoir aussi que chaque individu possède sa propre diversité d'espèces. On pourrait le comparer à une véritable empreinte digitale. Quels sont les rôles du microbiote intestinal? Les rôles sont multiples. Donc, le microbiote intestinal joue un rôle majeur dans la maturation du tube digestif, par l'entretien de la muqueuse intestinale, par la production du mucus, l'activité enzymatique de la muqueuse. Il a également un rôle métabolique. Le microbiote, qui dit microbiote, dit les bactéries anaérobies. Ils jouent un rôle au niveau de l'hydrolyse des glucides non digérés au niveau de l'intestin grêle. Ces glucides vont servir pour produire de l'énergie nécessaire à la croissance de bonnes bactéries, nécessaire à la trophicité de la muqueuse. Le microbiote également permet l'hydrolyse des lipides par des lipases bactériennes libérées par ces bactéries anaérobies et aussi par la conjugaison des acides biliaires primaires. Permet également l'hydrolyse du lactose et il y a certaines bactéries qui vont synthétiser des vitamines, en particulier des vitamines du groupe B telles que la vitamine B8, B12, la vitamine K2. Donc, voici, donc, il y a une multitude de rôles du microbiote intestinal. Il est impliqué également dans le développement et la maturation du système immunitaire, dans les phénomènes inflammatoires et joue également, il y a un effet barrière, il permet de protéger contre les agents pathogènes. La deuxième composante de l'écosystème intestinal, c'est l'épithélium intestinal qui est doté d'une superficie de 300 mètres carrés qui renferme 300 millions d'entérocytes renouvelés tous les 4 à 6 jours. Alors, quel est le rôle ou quels sont les rôles de l'épithélium intestinal? Il permet le passage sélectif des molécules, la sécrétion du mucus et des peptides antimicrobiens qui ont un effet protecteur. Il permet de séparer les espaces tissulaires et réguler les échanges entre eux. Et aussi, il joue un rôle de barrière mécanique contre les agents potentiellement toxiques et antigéniques. La troisième composante, c'est le système immunitaire. Il faut savoir que 60 à 70% des cellules immunitaires sont localisées au niveau de l'intestin. Ils ont double fonction. Tout d'abord, une fonction de défense, donc par la synthèse des anticorps et particulièrement des immunoglobulines IgA sécrétoires qui vont permettre d'inhiber la prolifération bactérienne, l'adhésion des bactéries au niveau de la muqueuse. Ils permettent également de neutraliser les toxines et la prolifération, la multiplication virale. Une deuxième fonction, c'est la fonction de tolérance. Le système immunitaire va empêcher les réponses immunes excessives contre les protéines alimentaires. Il faut savoir qu'en cas de réponse excessive, cette réponse va favoriser les allergies alimentaires et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Passons maintenant au maillon membranaire ou la communication cellulaire. Vous voyez ici la membrane cellulaire. Se déroulent plusieurs processus.
Tout d'abord, c'est la communication entre les cellules, les tissus, les organes et les systèmes via des messages spécifiques. Au niveau de la membrane cellulaire, elle va permettre le passage des vitamines et des minéraux à l'intérieur de la cellule. Elle va permettre de libérer aussi des molécules fonctionnelles fabriquées par les cellules telles que les hormones, les neuromédiateurs et les cytokines. La membrane cellulaire aussi est impliquée dans les phénomènes de pinocytose et d'exocytose. Il est alors évident qu'une membrane de structure optimale soit efficace. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de la membrane cellulaire? Vous voyez, on peut trouver des protéines, on peut trouver des enzymes, des récepteurs, des transporteurs, mais aussi, vous voyez, une double couche lipidique appelée phospholipide. Cette couche lipidique est constituée essentiellement d'acides gras. Alors, comment assurer une bonne communication cellulaire? Il y a deux conditions. Tout d'abord, c'est la fluidité membranaire. La fluidité membranaire va permettre la déformabilité de la cellule et la communication entre les cellules. Et cette fluidité membranaire, elle est aussi conditionnée par la nature des acides gras. À titre d'exemple, là, vous voyez une couche de phospholipides constituée essentiellement d'acides gras polyinsaturés. Cette membrane cellulaire, elle est fluide et permet d'assurer une fonction physiologique normale. A contrario, si les phospholipides sont composés majoritairement d'acides gras saturés, la membrane cellulaire, elle va devenir rigide et ne peut pas assurer sa fonction physiologique normale. Alors, à titre d'exemple, la déformabilité ou la fluidité membranaire, elle va permettre aux globules rouges d'être déformables. La même chose pour les globules blancs pour assurer ces fonctions. La fluidité membranaire, elle va permettre aussi le déroulement des processus d'endocytose et d'exocytose. Si nous avons une membrane rigide, ces phénomènes ne peuvent pas se dérouler normalement. La deuxième condition pour une meilleure communication cellulaire, c'est de maintenir un équilibre acido-basique. Il faut savoir que si l'alimentation est riche en protéines d'origine animale, en sucre rapide, en graisses saturées, en produits raffinés et pauvre en fruits et légumes, va pencher vers une acidose métabolique latente. Et cette acidose métabolique latente aura des conséquences néfastes sur la santé. Alors, comment savoir si un aliment est acidifiant ou alcalinisant? C'est par son indispral. C'est la charge acide potentielle d'un aliment. Si l'indispral est positif, on parle d'un aliment acidifiant. Et si l'indispral est négatif, on parle d'un aliment à potentiel alcalinisant. À titre d'exemple, là, vous voyez que les poissons, les viandes, les fromages, les produits céréaliers ont des indisprales positifs. Donc, ce sont des aliments acidifiants. Par contre, à l'inverse, vous voyez que les fruits, les légumes, les oléagineux ont un indispral qui est négatif. Ce sont des aliments alcalinisants. Donc, finalement, il faut maintenir un équilibre acido-basique, c'est-à-dire préserver un équilibre entre les aliments acidifiants et les aliments alcalinisants. Donc, voici les conditions essentielles pour maintenir, pour une bonne communication cellulaire. Il faut une meilleure fluidité membranaire, ou aussi on parle de souplesse cellulaire, et un équilibre acido-basique. Le troisième maillon, c'est le maillon de la protection cellulaire. Les cellules de l'organisme sont constamment soumises à des agressions externes, telles que les rayons UV du soleil, la pollution, le tabagisme, une alimentation déséquilibrée, les médicaments, mais aussi des agressions internes, telles que les infections, l'inflammation, une activité sportive intense. Il faut savoir aussi que l'oxygène que nous respirons est à l'origine de production d'espèces oxygénées réactives. Ces espèces, ce sont des radicaux libres qui vont accélérer le stress oxydatif. Alors, ces radicaux libres vont s'attaquer directement au niveau des membranes cellulaires, au niveau de la double couche phospholipidique et va favoriser la désorganisation membranaire. Ces radicaux vont s'attaquer directement aussi aux protéines et vont attaquer aussi le code génétique, notre ADN, qui va s'oxyder et va favoriser l'apparition des maladies et en l'occurrence les maladies, les cancers. Alors, le stress oxydatif, c'est la porte ouverte d'un vieillissement prématuré et l'accélération des maladies dégénératives, en l'occurrence les maladies inflammatoires, les maladies infectieuses, les maladies métaboliques telles que l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies neurodégénératives,
et les maladies de la peau. Pour y faire face, les cellules de l'organisme sollicitent un système de protection cellulaire composé essentiellement d'enzymes antiradicalaires et de piégeurs des radicaux libres qui sont issus principalement de notre alimentation. Que sont ces piégeurs des radicaux libres? Qui sont ces antioxydants? Il s'agit des vitamines antioxydantes telles que la vitamine E, la vitamine C, les caroténoïdes, ce sont des piégeurs des radicaux libres, dont les principales sources sont les légumes et les fruits pour la vitamine C, les huiles végétales et les oléagineux pour la vitamine E, les caroténoïdes, les principales sources sont les légumes et les fruits jeunes. Il y a également des neutralisants des radicaux libres, ce sont les oligoéléments, en l'occurrence le sélénium, dont les principales sources, les viandes, les poissons, le lait, les céréales complètes, le manganèse, le zinc et aussi les flavonoïdes et les aliacées. Ce sont des qui neutralisent ces radicaux libres et les rendent non toxiques. Ce sont des antioxydants naturels issus principalement de l'alimentation. Le dernier maillon, c'est le maillon cérébral. Alors, le cerveau, cet organe fascinant du corps humain, a besoin de précurseurs, il a besoin d'enzymes, il a besoin de protéines, il a besoin de micronutriments pour la synthèse des neuromédiateurs qui gèrent notre comportement, nos humeurs, nos émotions, notre sommeil. Parmi ces neuromédiateurs, il s'agit principalement de la dopamine, de la noradrénaline et de la sérotonine. Donc, un petit focus sur les principales fonctions de ces neurotransmetteurs et on va voir l'intérêt de ces neurotransmetteurs. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'énergie. C'est le neurotransmetteur qui va nous permettre de démarrer la journée. C'est le démarreur, c'est le starter, c'est l'envie d'entreprendre et la motivation. Quant à la noradrénaline, c'est l'amplificateur, l'accélérateur, c'est l'envie d'avancer, la mémorisation et la concentration. La sérotonine, certainement, vous connaissez, c'est le neurotransmetteur de la joie de vivre, pour la sérénité, la tranquillité et l'épicurisme. Ce schéma illustre les précurseurs de la formation de ces neurotransmetteurs. Pour la dopamine et la noradrénaline, donc comme précurseurs, requièrent la présence de deux acides aminés, la phénylalanine et la tyrosine, issus principalement des protéines animales. Et vous voyez très bien dans cette cascade de réactions qu'il y a plusieurs micronutriments tels que les vitamines et les oligoéléments qui sont indispensables pour la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline. C'est le cas des vitamines du groupe B, le cas du fer, du magnésium, du zinc, de la vitamine C et du cuivre. La même chose pour la synthèse de la sérotonine, elle requiert la présence d'un acide aminé essentiel, c'est le tryptophane, et aussi des vitamines du groupe B, du fer, du magnésium, du zinc. Donc, vous voyez que les micronutriments jouent un rôle important dans la synthèse de ces neurotransmetteurs. Alors, il faut savoir aussi que ces neurotransmetteurs, il y a une chronobiologie, c'est-à-dire pour la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline, nous aurons besoin d'un précurseur, la tyrosine, et surtout, cette synthèse se déroule au début de la journée, donc il faut privilégier un petit déjeuner qui est riche en protéines pour apporter la tyrosine. Où trouve-t-on la tyrosine? Ce sont les produits laitiers, les œufs, les fromages, les arachides, les amandes, les viandes et les poissons. Quant à la sérotonine qui est synthétisée essentiellement en fin d'après-midi, et aussi la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, généralement, il faut privilégier l'apport en tryptophane, le précurseur de la sérotonine en fin d'après-midi, dont les principales sources sont les poulets, les noix de cajou, les poissons, le riz complet, les produits laitiers, les œufs, les bananes, les légumineuses. Donc, finalement, il faut respecter la chronobiologie, les rythmes biologiques, c'est-à-dire le matin, on a besoin de petit déjeuner qui est riche en protéines pour booster la synthèse de la noradrénaline qui est le starter, le démarreur de la journée pour éviter la fatigue matinale. Et en fin d'après-midi, on a besoin de booster la synthèse de la sérotonine, elle-même précurseur de la mélatonine. Donc, il faut favoriser une collation à base de tryptophane pour favoriser la synthèse de ce neurotransmetteur. Donc, finalement, la micronutrition tend à optimiser le fonctionnement de ces 4 maillons faibles afin d'explorer et les renforcer, afin d'éviter tout déséquilibre. À court terme, ce déséquilibre est peut-être à l'origine de troubles fonctionnels qui sont ressentis au quotidien, tels que la fatigue, les troubles de l'humeur, du sommeil, de la mémoire,
des douleurs osseuses, une fragilité osseuse et tendineuse, des problèmes cutanés, des problèmes digestifs et à plus long terme des maladies inflammatoires, des maladies métaboliques telles que l'obésité et le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives, l'arthrose. Il y a une multitude de maladies à l'origine, donc qui sont des maladies conséquences de ce déséquilibre déficit micronutritionnel. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser si vous avez des questions à poser. Voilà. Et par la suite, je vais terminer par la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Dr Briche. On est assez nombreux. On est 270. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions, moi, je trouve que c'est assez clair. Donc, je continue la deuxième partie. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de cœurs, ça va, donc on apprécie. Donc on continue, Madame, notre Olfa nationale, allez-y. Ouvrez votre micro, Madame Olfa. Il y a une question là. Votre micro. Ah bon, d'accord. Question, oui, question. Par écrit. Ah oui. La question dit que proposez-vous comme petit-déj protéiné? Je vais laisser cette réponse à la dernière partie parce que je vais répondre. J'ai déjà mentionné une vignette clinique. Je vais proposer un petit déjeuner qui est riche en protéines. Je vais laisser cette réponse à la dernière partie. Oui, donc c'est un peu tôt la question. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Apparemment, non. Donc, on peut continuer, Madame Olfa. Ok. Alors, quels sont les champs d'application de la micronutrition? La micronutrition sera d'une aide importante dans certaines situations physiologiques. C'est le cas de la femme enceinte, la femme ménopausée et pour la prévention de l'ostéoporose. Chez le sujet âgé aussi, elle est très utile pour prévenir le vieillissement accéléré et les maladies dégénératives. Et aussi, elle peut être utile chez le sportif. La micronutrition aussi est utile chez les sujets qui souffrent de troubles fonctionnels, tels que les troubles du fonctionnement digestif, la fatigue, le syndrome de fatigue chronique, les troubles de l'humeur et du sommeil, les troubles de la mémoire et de l'attention en cas de stress, en cas d'anxiété ou de dépression. La micronutrition joue également un rôle important dans les maladies modernes, dans les relations avec et largement admises, telles que les maladies métaboliques, c'est le cas de l'obésité, du diabète, du syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires et infectieuses, les allergies, mais aussi tout simplement pour améliorer le bien-être et la vitalité. Donc, c'est vraiment, les champs d'application sont très multiples et ça touche pratiquement toutes les pathologies. Alors, quelle est la stratégie de la micronutrition? Tout d'abord, il faut repérer la faille afin de la corriger. En pratique, comment repérer la faille? C'est-à-dire comment se déroule la consultation en micronutrition. Alors, dans un premier temps, le médecin va essayer d'identifier l'origine des perturbations de santé. Le patient va répondre à un questionnaire alimentaire afin de préciser ses habitudes alimentaires et de dépister d'éventuels déséquilibres alimentaires et des déficiences micronutritionnelles. Une autre série de questionnaires mettra en évidence les troubles évoqués spontanément ou ignorés. Et pour affiner le bilan, une exploration biologique sera parfois nécessaire. Dans un deuxième temps, donc le médecin va analyser ses enquêtes et ses bilans et c'est le point de départ pour un conseil nutritionnel et micronutritionnel et pour un retour vers un état d'équilibre par des ajustements alimentaires, des conseils diététiques, voire même la prescription des compléments alimentaires adaptés.
Comment dépister les déséquilibres alimentaires et les déficiences micronutritionnelles? Par un outil précieux, les questionnaires qui sont élaborés par l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Il y a plusieurs questionnaires. Les plus importants, il s'agit d'un questionnaire alimentaire. Vous voyez, ce questionnaire, il est téléchargeable sur Internet. Le patient va essayer de remplir ce questionnaire. Il va mentionner sa fréquence de consommation alimentaire par groupe d'aliments. Quels sont ces groupes d'aliments? Il s'agit des produits laitiers, produits céréaliers, les protéines, les produits sucrés et les boissons hydriques. Donc, il va mentionner sa fréquence de consommation par groupe d'aliments. Il va noter ça. Par la suite, il va essayer de dessiner un cercle par chaque groupe d'aliments consommés. Alors, si le schéma correspond à une pyramide, donc c'est que son alimentation est équilibrée et diversifiée. À l'inverse, si le schéma ressemble à un trapèze ou à un sablier, là, il s'agit d'un problème, qu'il y a un problème de déséquilibre ou un déficit d'un ou plusieurs groupes d'aliments. Donc finalement, pour une alimentation équilibrée et diversifiée, il faut consommer au moins 5 à 6 portions de fruits et légumes, 4 portions de produits céréaliers, 3 produits laitiers par jour, 2 portions de protéines et boire suffisamment d'eau, à peu près 1,5 litre, 2 litres par jour. Un autre questionnaire alimentaire qui est aussi téléchargeable sur Internet, c'est le questionnaire alimentaire fonctionnel. Il permet d'évaluer l'équilibre et la diversité de l'alimentation et d'identifier les habitudes alimentaires favorables, moins favorables, défavorables et d'établir un lien entre ces habitudes alimentaires et l'apparition des perturbations au niveau des 4 maillons faibles, c'est-à-dire le maillon cérébral, l'interface digestive, la protection cellulaire et le maillon membranaire. Il y a aussi un autre questionnaire, c'est le fameux questionnaire DDM, c'est le questionnaire dépistage de la déficience en micronutriments. Ce questionnaire met en évidence l'impact de l'alimentation sur le fonctionnement de l'organisme. Il mettra le point sur les 4 maillons faibles autour de 6 rubriques. Les déséquilibres alimentaires et les déficits micronutritionnels vont être à l'origine des difficultés du fonctionnement de l'organisme. Ces difficultés qui ce ne sont pas des maladies, mais en réalité des troubles fonctionnels. Et ces troubles fonctionnels vont inhiber le patient à profiter de son état de santé. Alors, ces troubles fonctionnels, ce DDM, permet de classer les troubles fonctionnels appareil par appareil. Vous voyez les rubriques, c'est en détail, et de scorer les différentes perturbations. Ainsi, la rubrique A, c'est la fatigue et troubles de l'humeur. Donc, ça exploite le maillon cérébral. Les troubles digestifs, donc, ça touche le maillon digestif. Les troubles ostéo-articulaires et dégénératifs, les troubles infectieux vont explorer le maillon protection cellulaire. Les troubles cutanés et les troubles circulatoires vont explorer le maillon membranaire. Donc là, ce questionnaire va faire le tour autour de ces 4 maillons. Il permet d'établir une relation entre les apports alimentaires et les symptômes ressentis par l'individu. Mais là, la difficulté de l'expert consiste à passer du questionnaire au conseil micronutritionnel. Comment faire? Alors, la première possibilité, si le score le plus important est le B, s'il y a des troubles digestifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils micronutritionnels? Eh bien, il faut diminuer ou supprimer la consommation de produits laitiers, du pain, des pâtes, d'autres produits contenant du gluten. Limiter ou supprimer la consommation d'alcool, du café, du tabac, les aliments crus. Favoriser un apport en végétaux riches en fibres, en amidon résistants préalablement cuits. Ils vont se comporter comme des prébiotiques. Et proposer des compléments alimentaires à base de pré et des probiotiques. La deuxième possibilité, le score le plus important, c'est les troubles ostéo-articulaires et infectieux. Là, il s'agit d'un problème au niveau du maillon protection cellulaire, avec la principale cible, c'est la cellule. Donc là, il y a une inflammation, il y a une accélération du stress oxydatif. Ce qu'il faut faire sur le plan micronutritionnel, c'est manger plus de fruits et de légumes, consommer des épices, des aromates comme le curcuma et le romarin parce qu'ils ont un effet antioxydant. Boire du thé vert qui est riche en polyphénols et les polyphénols ont des effets antioxydants. Limiter la consommation de viande rouge parce que l'excès d'acides gras saturés dans les principales sources sont les viandes rouges, donc va favoriser l'inflammation et privilégier les produits de la mer. Et pourquoi pas prendre des compléments alimentaires
apportant des antioxydants et de l'oméga 3. Si les scores les plus importants sont les troubles au niveau cutané et circulatoire, et ceux-ci sont en faveur d'un déséquilibre au niveau du maillon membranaire. Donc, qui dit maillon membranaire, dit fluidité membranaire, dit équilibre acido-basique. Donc, ce qu'il faut faire sur le plan micronutritionnel, c'est de favoriser les associations d'aliments pour avoir un indice BRAL, c'est la charge acide potentielle d'un aliment. Donc, il faut mélanger les aliments acidifiants et alcalinisants. Par exemple, mélanger la salade avec le fromage, les légumes verts avec de la viande. Limiter les aliments très riches en sel parce que le chlorure de sodium, c'est un aliment acidifiant. C'est le cas du pain, du fromage et des charcuteries. Supprimer la consommation de tous les sodas parce qu'il y a un conservateur qui est l'acide phosphorique, c'est un aliment acidifiant. Et favoriser les apports en oméga 3 par rapport aux oméga 6 parce que les oméga 3 vont garantir une meilleure fluidité membranaire. Alors, la quatrième possibilité, le score le plus important, la dernière possibilité, la fatigue et troubles de l'humeur. C'est le cas de notre patiente, déjà mentionné au début de la présentation. Donc, le maillon qui est touché, c'est le maillon cérébral avec trois principales cibles. C'est la plasticité cérébrale, les neurotransmetteurs que sont la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, et aussi les cofacteurs, c'est le cas du fer et du magnésium qui sont indispensables pour la synthèse de ces neurotransmetteurs. Donc, comme conseil micronutritionnel, il faut privilégier les aliments riches en fer et en magnésium, veiller à avoir des apports suffisants en protéines, donc les précurseurs de la tyrosine et du tryptophane, et en graisses polyinsaturées, les oméga 3, pour garantir une meilleure fluidité membranaire, une bonne réception et transmission donc, de ces neurotransmetteurs. Proposer une complémentation à base d'oméga 3, en particulier de DHA, pour améliorer cette fluidité membranaire et la transmission de l'afflux nerveux. Et aussi, on peut proposer une complémentation à base du fer, du magnésium et des vitamines du groupe B. Il y a aussi un autre questionnaire qui est très intéressant. C'est le questionnaire DNS, dopamine, noradrénaline, sérotonine. Vous pouvez trouver ce questionnaire sur Internet, donc vous pouvez le télécharger. Ce questionnaire va explorer les trois neurotransmetteurs, en l'occurrence la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Vous voyez là, c'est un questionnaire qui est bien détaillé. Vous aurez l'occasion de le lire attentivement. Alors, pour affiner ces bilans, donc le bilan nutritionnel et micronutritionnel, on peut s'aider aussi à des explorations biologiques telles que le dosage du fer, de l'iode, de la vitamine D, des vitamines B9, B12, du sélénium. Et il y a aussi d'autres dosages qui rentrent dans le cadre des recherches, tels que le dosage de l'homocystéine, qui permet de dépister la déficience en vitamine B6, B9 et B12. On peut évaluer le stress oxydatif par le dosage des enzymes antioxydantes. On peut doser également les acides gras polyinsaturés. On peut aussi explorer l'interface digestive par le dosage des IgA sécrétoires. On peut aussi doser les métabolites urinaires des neurotransmetteurs, mais ça rentre dans le cadre de la recherche. À mon avis, sur le plan pratique, donc ce qu'il faut faire, un bon interrogatoire alimentaire pour dépister les déficiences micronutritionnelles. On peut s'aider aussi à ces questionnaires déjà cités, tels que le questionnaire DDM et DNS, pour dépister les déficits en micronutriments. Alors, je reviens à notre patiente. Alors, je vais relire quand même cette vignette clinique pour bien expliquer la démarche micronutritionnelle. Donc, il s'agit de Madame Fatma qui est âgée de 35 ans. C'est une femme en âge de procréer. Elle vient consulter pour un état de fatigue chronique. Donc, elle est stressée et se sent débordée. Elle a des difficultés donc pour s'endormir. Depuis ses grossesses, elle a du mal à retrouver la ligne et se plaint de fringales sucrées en fin de journée. Elle se plaint aussi d'être fatiguée, surtout le matin, et ressent le besoin de café toute la journée. Donc, le médecin va rechercher, il va s'aider avec des questionnaires, il va faire un interrogatoire qui est soigneux, qui est détaillé pour voir quelle est la cause de ces troubles fonctionnels, un état de fatigue chronique, malgré un bilan qui est strictement normal, une ferritinémie normale, un bilan thyroïdien correct. Elle prend un petit déjeuner a priori qui apparaît un petit déjeuner qui est équilibré, mais en réalité non, parce qu'il n'apporte pas de protéines nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs.
Donc finalement, donc, sur le plan de la physiopathologie du cas, donc en micronutrition, il y a deux principaux axes de déficit nutritionnel qui peuvent être à l'origine d'une fatigue qui dure. Tout d'abord, les neurotransmetteurs, c'est la dopamine, dont le précurseur est la tyrosine. Donc, on peut céder au questionnaire dopamine, noradrénaline et sérotonine. Et la deuxième piste, c'est le déficit en micronutriments, le fer, le magnésium, comme cofacteurs pour la synthèse de ces neurotransmetteurs. Alors, pour le fer, ce n'est pas le cas puisque la ferritinémie est normale. Donc, en ce qui concerne notre patiente, la première piste, on peut penser au déficit en magnésium, d'autant plus qu'elle se sent stressée. Et le stress va contribuer, il va épuiser son stock au magnésium et entretient son stress. Donc, la première hypothèse, c'est le déficit en magnésium. Mais notre patiente aussi, elle se plaint d'autres troubles. C'est la difficulté d'endormissement, les compulsions sucrées et le stress qui est mal géré. Ça peut évoquer le déficit en sérotonine. La sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil. En cas de déficit en sérotonine, on peut avoir des compulsions sucrées, surtout en fin d'après-midi, à peu près entre 17h et 22h du soir. Donc, c'est en faveur d'un déficit en sérotonine et le stress aussi qui est mal géré est en faveur d'un déficit en sérotonine. Et la troisième piste est le déficit en dopamine. Notre patiente se sent fatiguée le matin. Il faut savoir que la dopamine, c'est le starter, c'est le neurotransmetteur qui nous permet de démarrer la journée. Elle a envie de café toute la journée pour lutter contre cette fatigue matinale. Et d'autant plus que son petit déjeuner n'apporte pas de protéines nécessaires. Elle boit du café, elle mange des biscottes et boit du jus d'orange. Donc, il n'y a pas de protéines nécessaires pour la synthèse donc, de la dopamine. Donc, comme approche micronutritionnelle, qu'est-ce qu'il faut conseiller à notre patiente? Il faut continuer de manger, et là je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut prendre au petit déjeuner? Donc, il faut continuer de manger des fruits et des légumes qui apportent des vitamines indispensables, encourager une activité physique régulière et de se coucher à heure fixe. Sur le plan micronutritionnel, il faut élargir les choix de fruits et de légumes afin d'avoir des apports en micronutriments plus complets, augmenter également sa consommation. Pour les crudités, ils peuvent être assaisonnés avec l'huile de colza qui est riche en oméga 3 et les oméga 3 permettent une meilleure fluidité membranaire. Le petit déjeuner doit être riche en protéines. Qu'est-ce on peut prendre? On peut manger des œufs, du jambon, du fromage blanc accompagné du pain blanc. Pour booster la synthèse de la sérotonine, l'après-midi, on peut prendre une collation vers le coup de 17h, consommer par exemple 2 carrés de chocolat extra noir, des fruits secs, les bananes aussi sont riches en tryptophane qui vont booster la synthèse de la sérotonine et favoriser aussi la synthèse de la mélatonine. Il faut aussi privilégier aux autres repas des aliments à glucides complexes tels que le pain complet, le riz, les pâtes à holdent, les flocons d'avoine, les légumes secs, les pommes de terre à l'eau et des protéines maigres. Consommer aussi régulièrement du poisson gras, source d'oméga 3, tels que les maquereaux, les sardines, les larangues aussi, pour une meilleure fluidité membranaire. Et consommer des aliments riches en vitamines du groupe B. Vous avez vu tout à l'heure que les vitamines du groupe B sont des cofacteurs enzymatiques pour la synthèse de ces neurotransmetteurs, dont les principales sources sont les légumes à feuilles vertes, les légumes secs, et pourquoi pas proposer une cure donc à base de magnésium pour lutter contre le stress et aussi pour maintenir un équilibre, un statut satisfaisant en magnésium. Donc, je reviens à la question. Donc, finalement, le médecin, qu'est-ce qu'il va décider? Il ne va pas prescrire une cure de vitamines. Pourquoi? Parce qu'elle prend suffisamment des fruits, des légumes. Il ne va pas prescrire de la vitamine C parce que la vitamine C elle est présente au niveau des fruits et légumes aussi. Mais puisque notre patiente elle est hyper stressée, elle a besoin de plus de magnésium. Donc, on va prescrire du magnésium. On va aussi prescrire un régime qui respecte la chronobiologie, c'est-à-dire encourager, booster la synthèse de la dopamine le matin. Donc, il faut favoriser un apport suffisant en tyrosine dans les principales sources des protéines que je viens de citer. Et le soir, booster la synthèse de la sérotonine donc dans la principale source, le tryptophane. On trouve le tryptophane au niveau des produits laitiers, au niveau des œufs, au niveau des poissons, au niveau des bananes, au niveau des céréales complètes. Voilà la réponse finalement. Donc, je termine. La micronutrition permet d'optimiser l'état de santé de l'individu et renforcer les 4 maillons faibles. Et la restauration d'équilibre perturbé lors d'une pathologie, elle pourrait favoriser une meilleure efficacité de toute thérapie instaurée.
Il faut savoir que la prise en charge micronutritionnelle ne s'oppose en aucun cas à l'acte médical. Au contraire, si elle est menée correctement, elle peut renforcer les bénéfices et diminuer les effets secondaires. Et je vous remercie. Merci, professeur Berriche, pour cette excellente présentation. Il y a des questions, il y a des participants qui ont posé des questions. Je commence par la première concernant le magnésium. Alors, faut-il se méfier du dosage du magnésium dans le sang puisque le vrai dosage est intracellulaire? Alors, Alors, faut-il tenir compte plutôt du bon, dosage du magnésium? voilà, c'est ça. Est-ce que le dosage du magnésium peut suffire pour une magnésémie normale peut écarter un éventuel C'est une déficit en question qui est magnésium? posée, c'est une question qui est très fréquente. Alors, on Oui, faut on se savoir pose des... que ouais. la magnésémie plasmatique ne représente le pot de seulement le 1% du magnésium total, c'est-à-dire le 1% du magnésium extracellulaire. Le magnésium, généralement, il est intracellulaire. Donc, avec une magnésémie qui est correcte et devant des troubles évocateurs, des troubles fonctionnels, donc on ne peut pas éliminer une hypomagnésémie. Donc, il suffit d'une symptomatologie clinique évocatrice pour supplémenter en magnésium. On peut trouver une hypomagnésémie, donc c'est avec des troubles fonctionnels, Ouais. mais une magnésémie normale n'écarte pas un déficit en magnésium. Bon, merci. Une autre question sur le magnésium. Alors, quel magnésium faut-il prescrire? Et puis, une autre question, exemple de cure en magnésium, s'il vous plaît. Alors, quel Lequel magnésium? et Lequel? voilà. Oui. Et Pour le comment? magnésium, il y a deux conditions indispensables. Tout d'abord, la biodisponibilité de magnésium. Donc, le magnésium sous forme organique, il a une meilleure biodisponibilité. Et aussi, il faut tenir compte de la teneur élémentaire du magnésium. Donc, parfois, on a du magnésium avec une meilleure biodisponibilité, mais une teneur élémentaire qui est faible. Donc, l'idéal, c'est de regrouper plusieurs types de magnésium, tels que bisglycinate du magnésium, l'oxyde du magnésium, citrate du magnésium, pour avoir une meilleure biodisponibilité et une meilleure teneur élémentaire. C'est-à-dire, il y a une association de plusieurs types de magnésium dans un même complément alimentaire. Exemple de cure en magnésium, s'il vous plaît. Alors, exemple de cure en magnésium, on peut proposer une cure de 1 à 3 mois selon selon l'état clinique du patient, faire une fenêtre thérapeutique et reprendre la cure. Donc, on peut aller de 2 à 3 cures par année. Très bien, merci. Il y a plein de questions. Alors, concernant les questionnaires, lequel des questionnaires est le plus utilisé ou comment choisir lequel à donner aux patients? Le C'est vrai, meilleur oui. parmi Les les questionnaires, il y questionnaires. a beaucoup de questionnaires qui sont un peu lents. La consultation en micronutrition, elle dure à peu près 1 heure. Donc, il faut choisir. Je vous ai mis les questionnaires les plus utilisés. C'est le DDM et le DNS. D'accord. Alors, Euh, Madame oui, Olfa, allez-y, docteur Jabri. oui, Oui, devant ce questionnaire qui nous oriente vers l'origine ou pour corriger, est-ce que l'apport de l'IA peut nous aider? On peut proposer aux jeunes un start-up dans ce sens-là. Ça va être beaucoup plus rapide oui, oui, pour c'est le possible. diagnostic et pour la prise en charge. Oui, c'est possible, oui. D'accord. Alors, il y a une question. Manger équilibré mais réparti en 2 repas, un petit-déj et un déjeuner tardif. Constitue-t-il une bonne habitude alimentaire chez les sujets sains? Donc, 2 repas, un petit-déj et un déjeuner tardif. C'est le jeûne intermittent, c'est ça. Oui, oui, c'est une autre alternative. Le jeûne intermittent, c'est un autre thème là. Le jeûne intermittent, oui, il a des bénéfices multiples là. On parle de la chrononutrition ici, hein. Oh, oui, oui, tout à fait. Des C'est hors bénéfices. sujet. Bon, C'est un autre voilà. sujet. Voilà. Très bien. Bon, il y a une autre question, si je regarde ici. Alors, excusez-moi. Bon, Et pour bon, un il y a déficit en micronutrients. une question sur le cas clinique. Est-ce on aurait dû doser la vitamine D chez cette patiente? Est-ce que Comment? c'est J'ai pas bien. intéressant? Est-ce Oui. on aurait dû doser la vitamine D chez le cas clinique, là, la patiente là?
Oui, on peut doser C'est la nécessaire. vitamine D. Oui, oui. Alors, les états de fatigue chronique, la vitamine D à elle seule n'entraîne pas des états de fatigue chronique, mais on peut doser. Oui, oui. La vitamine D, oui, on peut doser. Mais généralement, il faut, je vous ai présenté, je vous ai dit qu'il y a deux pistes à explorer. Donc, en premier lieu, la piste de déficit en magnésium et le déficit en neurotransmetteurs. D'accord. Bon, il y a Bon, une il question. y a À une quelle heure on question. prend le magnésium? Alors, ça Mhm. dépend de la forme du magnésium. Généralement, le soir, parce que le magnésium a un effet sur la fibre neuromusculaire et diminue l'hyperexcitabilité. Il a un effet relaxant, donc généralement, c'est le soir, pour garantir un meilleur sommeil aussi. Alors, pour un déficit en micronutriments, on peut être orienté vers l'origine précise? C'est-à-dire, comment déterminer l'origine précise d'un déficit en micronutriments, si j'ai bien compris la question? Bon, certainement, en Avec le se questionnaire, basant sur on les a dit, données de ouais, voilà. l'interrogatoire, de l'examen, des données biologiques, etc. Exactement. L'origine précise d'un déficit en micronutriments. Bon, c'est ça la Exactement. question. On peut pas doser. Il y a des micronutriments qu'on peut pas les doser, mais les questionnaires peuvent nous aider à orienter vers tel micronutriment. Bon, il y a une question qui n'est pas sur le sujet, mais est-ce que cette présentation, on la trouvera en enregistrement? C'est Moi, oui. je me permets, oui, elle le sera. Pas maintenant. Ah, quoi, Marie? Il y a Marie. Elle sera disponible, hein? Oui, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Balia Ricordati. Ouais. Mais pas maintenant. Voilà. C'est bon, il n'y a plus de questions? En Alors, principe, je crois que c'est tout. Si, on a raté quelques à quelle heure on prend l'oméga 3? Généralement, les oméga 3, on prend les oméga 3 après le déjeuner. Oui. Alors, il y a une question sur l'oligochèque est indispensable pour mieux comprendre les déficits et orienter le régime. Franchement, personnellement, j'ai pas d'expérience avec l'oligocheck, donc je ne peux pas vous répondre. Docteur Jamossi, est-ce que vous avez un autre avis concernant ça? Non, Hmm. On n'a pas eu on n'a pas d'expérience avec. l'occasion Je n'ai d'utiliser pas cet utilisé. Ouais. oui. Est-ce que la tyrosine est safe en cas de dysfonctionnement thyroïdien? La tyrosine, est-ce que la tyrosine est safe en cas de dysfonctionnement thyroïdien? Alors, en cas de dysfonctionnement, la tyrosine, c'est l'acide aminé qui est apporté par l'alimentation. Donc, il n'y a pas un effet néfaste en cas de dysfonctionnement thyroïdien. Si on apporte, bien sûr, avec une quantité adéquate. Voilà, d'accord. Bon, je pense c'est bon, on peut s'arrêter ici. S'il n'y a plus de questions, Oui, à il vous y a la plus de parole. questions. Bon, Il y a beaucoup merci, de docteur cœur. Berish, encore une fois, Oui. pour cette excellente présentation. Voilà. Merci, Madame Olf. Donc, je pense que c'est bon. Je remercie Dr Jelbi, Dr Jamroussi et bien évidemment Dr Berish pour cette Voilà. belle présentation. Donc, on se donne rendez-vous Oui, la ça semaine c'est prochaine. notre première session. On se donne Donc, on rendez-vous remercie tout le le monde. 29 Cette excellente octobre. présentation. Ah, c'était très bien. Moi, je l'avoue, je découvre la micronutrition Donc le malgré que 29 j'ai, octobre, ça sera une voilà, session gastrologie et micronutrition. micronutrition. D'accord. Et inscrivez-vous encore une fois. Vous allez recevoir un autre lien pour accéder à la session du 29.
Et normalement, là, Et moi, on je peut me permets de clôturer faire cette session. de la promo, Si Dr. Mariama. Brish n'a pas quelque chose à rajouter. Voilà. Et moi, je fais la promo pour notre congrès, le 23, le 24, 25 octobre. Vous êtes tous la bienvenue. Voilà. Parfait. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Allez, bonne soirée, tout le monde.